Donc le premier temps d'échange sera consacré à la pollution atmosphérique. Quelles sont ces substances, toxiques ou non, que nous respirons chaque jour? Comment agissent-elles sur notre santé? Pour quel effet? C'est ce que nous allons essayer de comprendre avec les spécialistes qui vont venir me rejoindre. Isabella Anesi-Maezano, Karine Léger, Franceline Marano et Jean-François Husson. Je vous demande, monsieur, mesdames, de venir vous installer à mes côtés sur la scène. Voilà. C'est rare d'être le seul mec, vient de dire monsieur le sénateur Husson, mais c'est très bien. Parfaitement. Vous avez bien fait de mettre une cravate parce que nous sommes filmés aujourd'hui. Le temps d'échange sera retransmis en streaming, en direct sur le site de la Cité des Sciences, et puis vous pourrez le revoir, si vous le souhaitez, sur ce même site. Isabella Anesi-Maezano, vous êtes épidémiologiste, vous êtes directrice de recherche à l'INSERM, responsable de l'unité mixte INSERM, Université Pierre et Marie Curie, épidémiologie, système d'information, modélisation. Et vous êtes directrice de l'équipe épidémiologie des maladies allergiques et respiratoires. Vous travaillez sur l'exposome, ça tombe bien, on en sait un petit peu plus depuis quelques minutes. D'ailleurs, vous faites partie de ce projet HEALS. Je suis la coordinatrice de ce projet. Dont nous a parlé c'est une bonne chose. Robert Barouki. Alors, vous travaillez aussi bien sur la pollution extérieure que la pollution intérieure, parce que, rappelons-le tout de suite, nous passons 90% de notre temps dans des milieux confinés, que ce soit le bureau, la maison, cette salle, le métro. Hein, oui, voilà. Donc, nous parlerons avec vous des effets sanitaires des polluants. Karine Léger, qui est tout là-haut. Karine Léger est directrice partenariat et communication d'Airparif, l'association de surveillance de la qualité de l'air en Île-de-France. Alors, ce ne sont pas que les 60 stations de contrôle. Hein. Airparif, c'est beaucoup plus de choses. 7 millions de données, je crois, que chaque jour. Chaque heure, vous traitez pour nous renseigner sur l'air en Île-de-France. Franceline Marano à mes côtés, qui est toxicologue. Professeur émérite de biologie cellulaire et de toxicologie à l'Université Paris Diderot. Vous êtes membre du Haut Conseil de santé publique. Alors, c'est une instance d'expertise, c'est cela, pour l'aide à la gestion dans les politiques publiques. C'est vous qui soufflez de bonnes idées à M. Husson et au sénateur. En espérant voilà. que ensuite les politiques nous écoutent. Voilà. Vous coprésidez la commission risques environnementaux dans ce haut conseil. Vous êtes spécialiste des effets des polluants atmosphériques et en particulier des particules. Alors, on verra au cours de cette table ronde comment on peut diviser finalement ce que nous respirons chaque jour. Et on vous interrogera sur les mécanismes d'attaque, je ne sais pas si c'est le mot exact, de ces particules sur notre santé. Et puis Jean-François Husson, qui est donc le seul homme ce matin sur cette table ronde, sénateur de Meurthe-et-Moselle, Les Républicains. Pendant 10 ans, vous avez été président d'Air Lorraine. Oui, tout à fait. Vous savez tout à fait de quoi vous parlez aujourd'hui. Et surtout, vous avez été président de la commission d'enquête sur le coût économique de la pollution de l'air en France, qui est assez récente parce qu'elle a été rendue publique en juillet 2005. Et on va le souligner tout de suite. 2015. Vous avez raison. 2015. On va le souligner tout de suite. C'est le premier travail, en tout cas d'ensemble. C'est la première fois qu'un tel travail est fait par des parlementaires. Et ce rapport a été adopté à l'unanimité. C'est pas la seule fois. Mais ça ne se fait pas à chaque fois. D'ailleurs, le rapport précédent qui portait sur quoi? Rappelez-le-moi, sur... Le crédit impôt retraite. Enfin, celui-là n'avait pas été accepté, par exemple. Voilà, donc il n'avait pas été publié. Voilà. Donc on verra avec vous que ce chiffre impressionnant, 100 milliards, c'est ça? Le coût, 100 milliards, oui, 101 milliards. Plus, oui. Oh, à ce niveau-là, 100, 101, je crois qu'on peut arrondir. C'est le coût de la pollution pour notre pays. On va démarrer par... pas quelque chose d'exhaustif, mais par essayer de comprendre ce que nous respirons, Karine Léger. Qu'est-ce qu'il y a dans l'air parisien, l'air d'Île-de-France, que nous respirons chaque jour? Quel constituant, quel polluant? Alors en fait, on a sorti le bilan de la qualité de l'air de l'année dernière hier, donc c'est une avant-première aujourd'hui. On a toujours 1,5 million de personnes qui sont exposées à un air qui ne respecte pas la réglementation. Cette réglementation est en fait pour limiter les effets de la pollution sur la santé et sur l'environnement. Il y a une quinzaine de polluants qui sont réglementés, donc on est bien loin des 400 000 molécules dont on parlait tout à l'heure. Ces polluants sont réglementés pour leur effet sur la santé et sur l'environnement, et ces polluants sont réglementés parce qu'on sait les mesurer avec des patents qui sont pertinents. Leurs effets ont été quantifiés, notamment par l'OMS, mais pas seulement. Et puis, à la fois sur la santé et puis sur l'environnement, et aussi on suit ces polluants plutôt comme indicateur de source. Par exemple, le dioxyde de soufre est un indicateur d'une source industrielle.
Et donc, ils sont représentatifs d'un type d'activité. Alors, ce que l'on peut dire par rapport à la pollution atmosphérique, c'est que globalement, ça s'est amélioré. Quand on regarde les chiffres, par exemple, pour le dioxyde de soufre en Île-de-France, on a diminué par 20 les niveaux en l'espace de 50 ans. Il y a une quinzaine d'années, on pouvait encore avoir des épisodes de pollution au dioxyde de soufre, ce qui n'est plus du tout le cas actuellement. On est même en limite de détection des appareils, donc des niveaux qui ont été très largement améliorés. On a supprimé des problèmes de plomb en supprimant l'essence plombée, amélioré le benzène aussi en diminuant le taux de benzène dans l'essence. Et donc, il y a un certain nombre de mesures qui ont fait que la qualité de l'air s'est améliorée. Néanmoins, la qualité de l'air, elle a aussi changé de nature. Et donc, depuis que, par exemple, Air Paris existe, c'est-à-dire ça fait un peu plus de 35 ans, on voit qu'on est passé d'une pollution qui était plutôt industrielle à une pollution dont la problématique principale devient une problématique liée au trafic et liée au chauffage, compte tenu de la densité de l'agglomération parisienne. Et de plus en plus, on se pose des questions sur, entre guillemets, des nouveaux polluants, en tout cas des polluants émergents. On a parlé des pesticides tout à l'heure. Avec l'évolution des technologies, il y a des nanotechnologies. Quid de ces nanoparticules? J'imagine que Franceline en parlera également. Et donc cette pollution, elle change de visage. Certes, on a amélioré pas mal de choses, mais au cours du temps, cette pollution, elle change de visage. Donc concrètement, en Île-de-France, on a donc 1,5 million de personnes qui sont exposées à un air qui ne respecte pas la réglementation. Ça va plutôt mieux, mais ça reste très préoccupant, et en particulier dans le cœur de l'agglomération parisienne et le long du trafic, où on a des niveaux qui peuvent être jusqu'à 2 fois supérieurs par rapport à ce que préconise la réglementation. Bon, quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console. On n'est pas les pires. Alors, ça dépend. En Europe, l'Île-de-France représente une très grosse région. L'agglomération de Paris est une des plus grosses agglomérations européennes. Londres a des niveaux qui sont assez comparables à Paris, par exemple, mais la plupart des autres villes sont quand même plus petites. Les problèmes de pollution sont moins marqués, par exemple, à Bruxelles, Oslo ou même Berlin. Les villes sont quand même plus petites. C'est sûr que si on compare Paris à la Chine, à Pékin, oui, on a un facteur 10 ou un facteur 100. Néanmoins, le point que vous soulignez est important, c'est que cette pollution qui était un peu une problématique très locale devient de plus en plus une problématique internationale. D'abord parce que la pollution a des effets sur la santé, mais pas seulement. Ça a des effets aussi sur l'environnement, sur la biodiversité. Ça a des effets sur le changement climatique. Donc il y a des liens très serrés entre pollution de l'air et changement climatique. Il y a des effets sur les bâtiments. Alors les bâtiments, en règle générale, en Île-de-France, par exemple, ça a un impact pour les nettoyer, mais aussi des bâtiments historiques qui peuvent être attaqués par cette pollution et qui posent des problèmes d'héritage culturel. Ça a des impacts géopolitiques. Alors nous, on rouspète quand on récupère la pollution, entre guillemets, allemande ou anglaise, mais eux récupèrent aussi notre pollution. C'est plus compliqué à gérer quand c'est entre la Chine et le Japon, par exemple, avec des transferts de pollution, entre les États-Unis et la Chine, avec aussi là, des transferts de pollution très importants. Et on le voit d'ailleurs, par exemple, au moment des épisodes de pollution, où un épisode de pollution à Paris fait le tour de la planète, fait le tour des médias internationaux. Quand il y a un épisode de pollution en Iran, j'ai des journalistes qui m'appellent pour me demander ce qu'on en pense et comment on se compare par rapport à l'Iran. Et donc, ça devient un phénomène plus seulement local, mais international, avec qui plus est des coûts relativement importants, comme cela a été souligné, notamment pour la France. Franceline Marano, dans cet aérosol urbain, celui que nous respirons tous les jours, il y a à la fois, si j'ai bien compris, des composés volatiles, gazeux, et il y a des particules. Ce sont deux choses différentes. Absolument, oui, effectivement. Mais en fait, l'aérosol, c'est ce qu'on respire. On respire le tout. Alors, il y a donc ces gaz polluants qui contaminent l'air, puisqu'on a besoin d'air pour respirer, bien, pour vivre. L'air, l'oxygène, c'est absolument fondamental, bien évidemment. Alors, donc, il y a ces polluants gazeux et les particules. Alors, les particules, c'est très complexe. Il y a des grosses particules qui sont associées, par exemple, à l'usure de la route, des bâtiments, et donc les freins aussi, les pneus. Ces grosses particules, ce ne sont pas elles qui nous posent vraiment des problèmes sanitaires essentiels, parce qu'elles ne franchissent pas nos narines. Qu'est-ce que vous appelez grosses particules, pour qu'on ait une idée de la taille? Alors, les grosses particules, elles vont avoir un diamètre de l'ordre de
10 à 50 micromètres. Alors, si on considère un cheveu, c'est aux alentours de 10 fois plus petit que le diamètre d'un cheveu, à peu près. Alors, donc, il y a ça. Et il y a d'autres particules qu'on appelle les suies et qui sont associées, en fait, à tout ce que vient d'évoquer Karine, c'est-à-dire le trafic. Les véhicules diesel, on en a beaucoup parlé, mais il n'y a pas que les véhicules diesel qui produisent ces suies, il y a également toutes les incinérations. Quand vous brûlez du bois dans une cheminée ou une chaudière à bois, eh bien, vous produisez des suies. De sorte que cet ensemble des suies va aussi être un des contaminants très importants de l'atmosphère, de l'aérosol, parce que là, les particules sont très petites. Alors, je peux présenter peut-être sur une diapositive que j'ai prévue, je ne sais pas si vous pouvez la projeter, comment ça se passe dans l'atmosphère, dans la précédente. La précédente, on va voir comment ça se passe chez l'homme. En effet, quand on respire, donc tout cet aérosol dans lequel on a également des grains de pollen, on a aussi des spores de champignons, on a des bactéries, on a des virus, vous voyez, donc c'est tout cet ensemble qu'on va respirer. Et en fonction de la taille de tout cela, ça va se répartir pour les particules dans l'appareil respiratoire. Les plus grosses, elles s'arrêtent au niveau des voies aériennes supérieures, c'est-à-dire le nez, le pharynx, ça s'arrête là. Ça peut provoquer des rhinites, hein, bien sûr, en particulier. Donc l'association entre des particules biologiques et ces polluants donc organiques, et pour certains inorganiques, ça peut provoquer des rhinites. Mais celles qui sont plus fines, elles descendent. Elles descendent au niveau de la trachée, ensuite les bronches, et elles peuvent arriver jusqu'au niveau des alvéoles. Et c'est le cas de ces suies, qu'on considère comme les particules les plus fines, qui arrivent jusqu'au niveau des alvéoles. Alors, heureusement pour nous, on a des systèmes de protection qui sont très efficaces. Et quand on est en bonne santé, à condition que l'atmosphère soit pas trop polluée, on peut s'en débarrasser de ces particules. D'ailleurs, heureusement, l'homme, depuis qu'il est sur la Terre, il a été soumis à des aérosols. Quand il y avait des éruptions volcaniques, des feux de forêt, il était aussi soumis à ces aérosols qui pouvaient l'agresser. Et donc, dans le poumon, on a développé des systèmes de protection au niveau des voies aériennes, c'est-à-dire depuis le nez jusqu'aux bronchioles. On a un système de tapis roulant avec un mucus qui est sécrété par le tissu qui se trouve en dessous, qu'on appelle un épithélium. Et ce tapis roulant qui est ému par des cellules particulières qui ont des cils, qui bougent en permanence, il remonte toutes ces particules depuis le bas des poumons jusqu'au niveau de la bouche, où on peut ensuite avaler ou expectorer. Et donc ça, c'est un système de protection très efficace, sauf si on a des problèmes. Si on est asthmatique, si on a une bronchite chronique, on a du coup moins de chances de pouvoir éliminer ça. Alors, quand ça arrive au niveau de l'alvéole, ça, c'est plus embêtant. Parce que là, on a un système aussi de protection, mais qui est beaucoup plus lent pour l'élimination. C'est celui des cellules qu'on appelle les macrophages, qui font partie du système immunitaire, qui sont spécialisées pour éliminer les bactéries, par exemple, mais pas pour éliminer ce type de particules. Et elles peuvent les accumuler, ces cellules, et du coup, quand il y a une atmosphère polluée, ça reste au niveau du poumon. Et là, et on va le voir sur la diapositive suivante, eh bien, ces particules très fines, il est possible qu'elles franchissent cette barrière entre l'air, l'extérieur, et l'intérieur de l'organisme. C'est ce chemin que suit l'oxygène dans un sens et le gaz carbonique dans l'autre, dans le cadre des échanges de la respiration. Mais pour une particule, ça n'est pas quelque chose de normal, hein, bien sûr. Alors, mais pour des particules de taille nano, c'est-à-dire très très petites,
hein, quelques nanomètres, et dans les suies, on va retrouver ce type de particules, eh bien, on peut les retrouver ensuite dans le courant sanguin. Et ceci pourrait expliquer des effets sur la santé que va vous expliquer Isabella, en particulier des effets cardiovasculaires. Et ensuite, il y a une distribution qui se fait dans l'organisme. On a retrouvé sur des particules, des nanoparticules modèles, eh bien, des accumulations dans le foie jusqu'au niveau du cœur, et peut-être un passage de la barrière hémato-encéphalique, donc passage vers le cerveau, ou bien passage vers le fœtus. Isabelle Anessima-Aizano, effectivement, quels sont les effets sur la santé? J'imagine qu'on n'en est plus simplement à l'asthme, hein, si je comprends bien ce que vous nous expliquez. Il y a d'autres effets aujourd'hui connus. Oui, par le mécanisme que Franceline vient d'illustrer. En fait, ces particules, on les retrouve partout, et il y a des réactions différentes selon les organes. J'ai envie d'abord de dire qu'il y a deux types d'effets. Il y a des effets qui sont à court terme, donc qui se produisent après un pic d'évolution en général. Et puis, il y a des effets à long terme. Et Robert a bien commencé à nous dire, à parler de la complexité de ce type de travail d'investigation. Donc, pour revenir aux effets, alors d'abord, j'ai envie de citer une donnée de l'OMS qui nous dit que la pollution atmosphérique est responsable de 7 millions de décès par an. Et c'est certainement une sous-estimation. Alors, c'est à la fois la pollution de l'intérieur des locaux, surtout dans les pays en voie de développement, car c'est l'utilisation de la biomasse qui est une source de combustion aussi de particules, et bien riche, et malheureusement, en d'autres composants. Il n'y a pas que la particule, il y a des HEP, des hydrocarbures polycycliques aromatiques. Et puis, il y a la pollution à l'extérieur des locaux. Donc, 3,5 millions chaque pollution. Alors, pour les effets, les effets sont cardio-pulmonaires, bien établis. Et puis, on va vers moins connu, mais très inquiétant, le diabète, les maladies métaboliques, l'autisme chez l'enfant, les maladies neurodégénératives chez les adultes. Et très important à considérer aussi les effets sur la grossesse, l'issue de la grossesse avec la prématurité, le petit poids, qui sont des effets qu'on observe plus tard dans la vie. Ce sont des enfants qui naissent avec un poids moins important que les autres. En général, on parle de 2,5 kg dans toutes les publications. Je pense qu'il ne faut pas se figer à ce chiffre. Et donc, voilà, j'ai envie de rajouter simplement deux concepts. Un concept, c'est parce qu'on a parlé de dose. Et la dose, il n'y en a pas dans la pollution atmosphérique. Il y a un effet linéaire qui dépend beaucoup de l'individu. Et comme Franceline l'a dit, on sait que les malades réagissent plus tôt, car ils ne peuvent pas se défendre. Parlez bien dans votre micro. Voilà. Oui, parlez bien dans votre micro. Oui. Car ils ne peuvent pas se défendre. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi ce qu'on appelle les vulnérables, c'est-à-dire les gens qui sont exposés davantage à la pollution car ils habitent, et là Karine va nous le confirmer, à proximité d'axes avec une circulation importante. Et donc, voilà une dose qui varie en fonction de certaines caractéristiques. Et puis, la complexité de la question repose dans le fait que on a une multipollution. C'est-à-dire, on n'est pas exposé seulement aux particules, on est exposé aux particules, au gaz, aux 100 000, on a vu parler de 100 000 composants, et il y en a très peu qui sont explorés, et il y en a très peu qui sont mesurés aussi de façon routine, 15
ici par Paris, par exemple, et on sait qu'il y en a d'autres. Et cet après-midi, il y a toute la question sur les perturbateurs endocriniens. Et puis on bouge, hein. On n'est pas toujours à côté d'une des 60 stations de mesure. Comment on fait pour mesurer ce que nous respirons et nous ingérons? Donc, Karine, après, peut reprendre le micro, mais nous, ce qu'on fait en épidémiologie, on utilise des modèles de dispersion des polluants qui sont basés sur... ce sont en fait des modèles qui tiennent compte du comportement physico-chimique du polluant en fonction de la météorologie, de la topographie et d'autres caractéristiques. Et donc, avec ça, on peut estimer l'adresse d'habitation des gens. Moi, je travaille beaucoup en pédiatrie, donc l'école est fréquentée par les enfants, l'adresse d'habitation. Et donc, j'arrive à avoir des estimations de la pollution. Et puis, Robert l'a dit, on est en train actuellement de mettre au point un remote sensor, c'est-à-dire un capteur actif, intelligent, avec un GPS incorporé qui suit les personnes dans leur vie quotidienne. Donc, à l'intérieur des lieux qu'ils fréquentent, le métro, entre autres, ou les transports, l'école, le travail, la piscine, hein, puisqu'on a parlé de piscine. Les enfants font beaucoup de piscine. Donc, c'est une sorte, c'est pas vraiment, c'est un boîtier, en fait, que les enfants et leurs parents, dans une enquête ici à la mairie en fait, à Paris, nous réalisons et qui nous donne l'exposition réelle des individus pendant la période souhaitée, en fait. Alors, Karine Léger, on reviendra tout à l'heure, hein, sur ce seuil qui n'existe pas, sur les endroits où il vaut peut-être mieux habiter également en Ile-de-France. On verra s'il y a une égalité environnementale. Mais moi, j'aimerais bien écouter Jean-François Husson sur cette commission d'enquête sur le coût économique de la pollution de l'air. C'est la première fois que des parlementaires s'intéressent à cette question ? Non, ce n'est pas la première fois, mais c'est la première fois qu'on s'intéresse à la quantification économique et financière. Parce que non seulement ce sont les dommages sanitaires dont on vient de parler qui sont évoqués dans ce rapport, mais également ses conséquences sur les bâtiments, les écosystèmes, l'agriculture. C'est une vision globale. D'ailleurs, vous les avez déjà entendues, hein, toutes deux, parce que vous les avez auditionnées. Et les auditions sont toujours visibles aujourd'hui sur le site du Sénat. Oui. Le rapport, il est consultable également, 300 pages. Voilà. Mais combien de propositions ? 61. Alors, avant d'en venir aux conclusions et aux propositions, comment ça fonctionne, une commission d'enquête du Sénat ? Alors, une commission d'enquête, c'est la forme de contrôle la plus aboutie au Parlement pour les parlementaires dans leurs fonctions, à tel point que lorsque nous auditionnons les intervenants, les experts, nous leur faisons prêter serment. Et il y a une actualité en ce moment, alors... qui concerne d'ailleurs un témoignage rendu devant notre commission. Mais il y en a d'autres aussi. Hein. Cette semaine, c'est revenu à nouveau sur le scandale qui fait beaucoup parler de lui ces jours-ci par rapport au Panama. C'est le professeur Aubier, hein, dont vous voulez parler. Alors, en ce qui nous concerne, oui, c'est le professeur Aubier. Alors, c'est quand même important de le dire parce que, vous voyez, je crois qu'il y a finalement une forme de décalage entre... parfois, l'aspect médiatique, les médias soulignent la pollution lorsqu'il y a des pics de pollution. Il faut juste retenir une chose. Moi, je ne suis, je dirais, qu'un élu, mais des auditions, on a retenu, si on ne le savait pas avant, une chose. Il faut s'intéresser à la pollution de fond, chronique, quotidienne. Les pics, c'est comme tout. Il y a un pic, c'est comme quand on est malade, on en guérit. Alors, les pics, il faut évidemment limiter leur survenance. En même temps, il y a des phénomènes météorologiques. Les pollutions de l'automne ne sont pas les mêmes que celles du printemps, etc. Mais je crois que c'est là où il faut aujourd'hui peut-être davantage sensibiliser les populations. Alors, vous en avez qui sont plus ou moins exposées, mais je crois qu'il faut s'y mettre tous. Parce que ça n'apparaît pas aujourd'hui comme étant un problème majeur, quotidien. On entend beaucoup plus parler dans l'actualité d'autres problèmes. Je l'entends, mais néanmoins, il a un lien aujourd'hui qui est aussi important parce qu'on constate de plus en plus que dans la recherche d'habitation, qu'elle soit d'ailleurs en appartement ou en maison particulière, de plus en plus, et en tous les cas aujourd'hui, la pollution de l'air a supplanté en numéro 1 le bruit, notamment en ville. Alors, de votre rapport, on retient
une chose, c'est le coût, le chiffre incroyable, aberrant, 101,3 milliards d'euros, c'est le coût pour la France. C'est 2 fois plus que le tabac, hein, c'est ce que vous soulignez dans ce rapport. Est-ce qu'on peut aller un petit peu plus au fond de ces conclusions? Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce rapport? Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous nous avez appris? Je veux quand même dire que, je vous l'ai dit d'ailleurs, simplement pour fixer un peu les chiffres, parce qu'il fallait sortir de la position ou des postures des uns ou des autres, pour certains dogmatiques, pour d'autres c'est pas important, de gauche et de droite, pour avoir une évaluation objective et quantifiée. Trop rarement, on regarde les questions environnementales, souvent sous l'aspect de grandes déclarations, pour ne pas dire de déclamations, et on oublie en tous les cas de les apprécier et de les évaluer. Donc ça, je pense que c'est important. Et dans l'évaluation, je veux juste rappeler qu'on sort de la COP 21, dont on a beaucoup parlé, et où on a demandé à l'échelle de la planète aux États de mobiliser grosso modo 100 milliards de dollars par an. Vous connaissez la parité euro-dollar, donc quand vous dites un peu plus de 100 milliards et encore, il y a une fourchette dans l'estimation, mais il y a beaucoup de conséquences qui ne sont pas encore évaluées ni estimées. Ça veut quand même dire que, et on est à l'échelle d'un seul pays, la France, et on n'est pas le pays le plus pollué, etc. Donc il y a quand même de vrais enjeux. Il y a des enjeux, ça a été dit, de santé, sanitaire. Moi, j'ai quand même retenu un chiffre. Une des personnes auditionnées nous expliquait que si on regarde la tendance d'aujourd'hui, on peut considérer globalement qu'à horizon 2050, un Français sur deux serait atteint d'une affection bronchique, pulmonaire, asthmatique. Ce qui, alors, avec des degrés différents, mais ce qui ne manque pas d'inviter les uns les autres à réfléchir. Voilà, c'est quand même particulièrement préoccupant. Alors, on ne va pas parler de toutes vos propositions, mais vous avez par exemple souligné l'aberration française en matière de diesel. C'est quelque chose qu'on attend souvent. C'est le fruit. Alors ça, c'est sur les véhicules, effectivement. C'est le fruit de l'histoire. Hein. À un moment, d'ailleurs, c'est venu d'un excédent des États-Unis, dont la France a fait une utilisation. Et alors qu'on avait, je dirais, la même fiscalité, on a fait des choix. Bon, je pense qu'aujourd'hui, il faut les corriger. En tous les cas, nous, là encore, je revendique le fait que nous avons à l'unanimité, parce que c'est une des singularités de ce rapport, c'est qu'il a été adopté à l'unanimité, toutes sensibilités confondues, sans aucune observation particulière de personne. Et donc, ça, moi, je continue de le dire. Je me bats maintenant pour régulièrement alerter, je dirais, les gouvernants et les responsables dans les territoires, parce que sur un sujet comme celui-ci, on avait mis une bonne raison ou mauvaise de s'écharper, de rester sur les postures d'hier. Donc je pense que le Sénat étant évidemment parfaitement réputé pour être à l'avant-garde et une des deux assemblées les plus modernes et les plus offensives, voilà, il faut comme ça au moins c'est dit. Il vaut mieux le dire soi-même. En tous les cas, la démonstration est faite qu'on n'est pas là, voilà, des pantouflards. On est en capacité aussi de regarder les choses avec objectivité et en ayant une certaine forme de mesure. Quand je dis ça, c'est parce que nous avons proposé une convergence de la fiscalité essence-diesel à horizon 5 ans. Je fais juste remarquer que 2 jours après, on nous a expliqué que tout ça, c'était bien gentil, mais qu'on était des doux rêveurs. Et puis... Il y a Volkswagen. Ben voilà. Et puis, irruption du phénomène de la catastrophe Volkswagen. Et tout à coup, ça devient possible. On trouve le rapport formidable. Ces propositions, bien sûr, frappées au bon coin de l'intelligence. Ça en dit long quand même sur la capacité que nous avons, je dirais, à mettre en œuvre, après avoir travaillé dans des conditions que d'aucuns, parce que c'est moi, c'est ce que j'en retiens aussi, le rapport, sa qualité, son objectivité a plutôt été unanimement saluée. Alors quand vous avez un rapport adopté à l'unanimité, qu'il est plutôt unanimement salué, et que dans un premier temps, on vous envoie au plot en disant on verra après les vacances, je trouve honnêtement qu'il y a quand même autre chose à faire. Et en tous les cas, on est aussi attendu pour retrouver du crédit et de la confiance auprès de nos concitoyens sur la mise en œuvre de certaines formules. Qu'il y ait une progressivité, qu'on ne puisse pas tout faire en même temps, c'est une chose, mais il faut vraiment s'y mettre. Puisque vous vous êtes permis un trait d'humour, je m'en permets un aussi. Qu'est-ce qu'on fait de ce rapport? On le met dans un tiroir, on s'assoit dessus. Ça fait partie des voilà, portes vous l'avez ouvertes compris, que l'on ni l'un ni enfonce. l'autre. En tous les cas, avec Leïla Haichi, nous avons plaidé la cause
pour effectivement pouvoir être en binôme, en suivi de ce rapport. Donc nous avons reçu, il y a à peu près 2 mois aujourd'hui, une mission du président du Sénat, Gérard Larcher, pour continuer à regarder de quelle manière on allait pouvoir faire évoluer les suites de ce rapport. Ça passera d'ailleurs par des initiatives prises en ce qui nous concerne au Sénat. Les initiatives peuvent être multiples. Enfin, l'idée aujourd'hui, c'est quand même d'être des vigies, puisque on ne peut pas, enfin, de mon point de vue, si vous voulez, on est la représentation nationale. 2, on auditionne un certain nombre de grands experts. Et il ne faut pas se tromper. Donc, on ne peut pas considérer, enfin, comment dirais-je, consacrer autant de temps à un travail collectif, là encore, plutôt saluer en termes de qualité, et, comme vous le dites, le mettre dans un rangement vertical. C'est inacceptable. Nos concitoyens ne le supportent plus, pas davantage que moi d'ailleurs. Nous allons marquer une première pause dans ce premier temps d'échange pour vous laisser la parole, mesdames et messieurs. Si vous avez des questions, des réflexions, n'hésitez pas à lever la main. Alors moi, je ne vous vois pas très bien, normalement. Voilà, une question en fond de salle. On va vous apporter un micro. À vous dire que c'est un tricheur, c'est quelqu'un qui participera à la table ronde. D'accord. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous Rémi plaît? Slama, chercheur à l'INSERM. Très bien. Je suis ravi que M. Husson soit présent et je voulais le féliciter et tous ses collègues du Sénat pour cet excellent rapport. Donc on a bien compris que le Sénat avait pris la mesure des choses concernant les effets de la pollution. L'OMS nous dit que la limite annuelle pour les polluants de l'air devrait être à 10 microgrammes par mètre cube chaque année. Les États-Unis sont à 12. Juste au-dessus, et on sait que les États-Unis, c'est un pays compliqué et qui n'est pas toujours convaincu des questions d'environnement. En Europe et donc en France, on est à 25. Qu'est-ce qui... la différence entre... C'est par la science qui explique cet écart, parce que les connaissances scientifiques sont les mêmes des deux côtés. Donc c'est au niveau politique. Qu'est-ce qui, selon vous, explique le blocage au niveau de Bruxelles et de Paris, et voilà, et qui fait qu'on n'est même pas capable d'édicter des normes qui sont au même niveau que nos voisins américains? Jean-François Husson. Alors, je pense que vous soulignez à juste titre que c'est d'abord un problème, et pour des raisons, on le comprend, y compris pratiques, je dirais de porosité, puisqu'on n'a pas de frontières pour l'air. C'est d'abord un problème européen. Mais une fois que je dis ça, c'est pas pour botter en touche. On pourrait dire en France, on peut aller plus loin. C'est quand même un peu compliqué. Vous entendez beaucoup aujourd'hui parler d'excès de réglementation. Alors parfois, de la France, en tous les cas, sur la question de l'air, on est plutôt en retard. On a quand même un contentieux dont on est en train de sortir par rapport, je dirais, à la réglementation européenne qu'on ne respecte pas. Je veux également dire qu'à cet instant du débat, il faut, comment dirais-je, il faut rappeler que récemment en Europe, sur par exemple le niveau de pollution des véhicules, il y a manifestement un lobby assez puissant, puisque ça s'est plutôt détendu qu'aggravé sur la pollution automobile. Donc je crois que en tous les cas, c'est notre responsabilité dans les assemblées de rencontrer les bonnes personnes et de trouver les accords majoritaires. Au niveau européen, ça n'est pas obtenu. Aujourd'hui, au niveau français, je pense qu'on aurait du mal de l'obtenir, mais il y a un travail qui reste à faire. Je donnerai un dernier témoignage. Dans les auditions, en fait, on posait souvent la question, quelles sont les mesures ou les leviers préférentiels pour faire évoluer les choses? Je dirais dans plus de 80% des cas, on nous a dit la réglementation. Donc on reformule la question, on dit bon d'accord, c'est bien la réglementation, mais on entend aussi trop de normes dans la réglementation. Mais les industriels, le secteur automobile, même dans le monde agricole également, on nous l'a dit. On nous a dit c'est pas qu'on y tienne, mais quand on a, je dirais, des normes qui évoluent, c'est le meilleur moyen pour pour aboutir et viser les objectifs. Il suffit simplement quand même que ce soit discuté, pour ne pas dire négocié, et qu'on ait un peu de perspective pour mettre en œuvre. Francine Marano, vous vouliez apporter une précision. Le micro, voilà. Oui, en fait,
les 10 microgrammes par mètre cube qu'évoquait Rémi Slama, ça concerne les particules fines, celles quand on a vu qu'elles pouvaient descendre jusque au niveau des alvéoles et qui sont essentiellement associées aux réponses pathologiques, donc aux effets sur la santé des particules. Mais il y a d'autres polluants qu'il ne faut pas oublier, hein. Il y a les oxydes d'azote, et dans toute la polémique autour des véhicules diesel, ce sont les oxydes d'azote qui sont en fait en ligne de mire, parce que effectivement les filtres à particules arrêtent quand même majoritairement, certainement pas aussi bien, mais je suis pas peut-être la mieux compétente pour pouvoir le dire, mais sans doute pas aussi bien que le disent les constructeurs, mais ils arrêtent quand même beaucoup de particules. Mais par contre, il y a ce problème des oxydes d'azote dont on n'a pas trop parlé, mais qui aussi ont des effets sanitaires, hein. C'est l'ensemble qui provoque des effets sanitaires, à la fois les particules et les gaz polluants. Et en particulier, ces oxydes d'azote, quand il fait très beau, comme c'était le cas là, ces derniers jours, sans vent, avec du soleil, eh bien, dans l'air, donc dans la troposphère, l'air qui nous entoure, eh bien, ça fait de l'ozone. Et l'ozone, c'est vraiment pas bon pour la santé. Ça n'est pas bon pour les bâtiments, ça n'est pas bon pour la végétation. Donc voilà, il y a toute cette polémique autour des émissions des véhicules, et en particulier des diesels, parce que ce sont eux essentiellement qui sont à l'origine de la production de ces oxydes d'azote. Karine Léger. Alors, plusieurs choses. D'abord, par rapport à la Commission européenne, dans ce qu'on voit en termes d'évolution par rapport aux normes, ce qu'il faut bien voir, c'est que les normes européennes, en tout cas jusqu'à 2008, ont vraiment été le paramètre majeur d'amélioration de la qualité de l'air. Les normes, par exemple, sur les essences, les normes d'émissions, les normes sur l'industrie, les normes de qualité de l'air, les valeurs limites à respecter. Et l'Europe a vraiment été un facteur majeur d'amélioration de la qualité de l'air à travers l'Europe. Quand on dit Europe, on dit c'est pas une entité éthérée au-dessus de l'Europe, hein, enfin au-dessus de la France. Ce qu'il faut bien voir, c'est que les réglementations qui sont prises, ce sont des consensus avec les États membres. Et donc, à partir de 2008, il y avait notamment une pétition de spécialistes, dont des spécialistes français de la santé, sur les normes pour les particules PM2,5 auxquelles vous faites référence, qui disaient que ce que proposait l'Europe était déconnecté d'un point de vue sanitaire par rapport à ce que préconisait l'OMS. Mais in fine, ça n'est pas. Il y a des propositions de l'Europe, mais c'est quand même les États membres qui ont voté cette réglementation. Sur la partie diesel, sur les normes d'émissions, c'est quand même les États membres, et il y a eu des commissions d'enquête à l'Assemblée nationale par rapport à la fois aux personnes qui ont représenté les ministères français, mais aussi par rapport aux constructeurs, pour savoir comment s'était élaborée cette décision. Il y a quand même eu des consignes données par la France de vote par rapport à la vérification de ces émissions. Donc, enfin, je pense que c'est quand même important de rappeler les responsabilités collectives par rapport à l'Europe, parce que ça a vraiment été, et ça peut encore l'être, un facteur majeur d'amélioration. On est toujours en contentieux pour deux polluants, les particules et le dioxyde d'azote. Sur le dioxyde d'azote, c'est une responsabilité du chauffage, c'est une responsabilité des véhicules essence. Il y a une responsabilité des diesels, parce que pour lutter contre les particules, on a mis des filtres à particules catalysés qui produisent plus de dioxyde d'azote. Mais là où il faut faire attention, quand on va très loin, pendant longtemps, on n'a pas voulu entendre ce que disaient les spécialistes de la santé par rapport au diesel. Et depuis que l'OMS a classé le diesel comme cancérigène, on voit que la balance est en train de partir dans l'autre sens, ce qui est probablement très bien. Mais attention, ça veut dire qu'il ne faut pas non plus diaboliser le diesel sans s'occuper de ce qui se passe à côté. Et j'attire votre attention sur le fait que les normes Euro 6 induiront aussi des rejets de particules pour les véhicules essence. Et donc, d'un point de vue compréhension pour la population, c'est compliqué. Quand on leur dit pendant longtemps, faites du chauffage au bois parce que c'est bon pour le climat, du jour au lendemain, on leur explique pas, mais on interdit le chauffage au bois. On leur dit, allez-y, achetez des diesels, c'est super bon pour la planète. Et puis du jour au lendemain, non, c'est cancérigène. Et là, donc beaucoup de gens, et notamment dans les achats, on les voit dans les courbes d'achat, se rabattent sur l'essence, et on va leur dire dans quelques années, non, finalement, les essences, ça pollue aussi et ça produit des particules. Alors, pas forcément directement à l'échappement, mais en tout cas, ça produit des gaz qui, après l'échappement, et donc qui ne sont pas comptabilisés dans les émissions, vont produire des particules secondaires.
Et du coup, ça veut dire aussi en termes de réflexion qu'on n'est pas non plus que sur du réglementaire, mais on est aussi sur des questions de pédagogie, de sensibilisation et de réflexion par rapport à la mobilité en règle générale et de réflexion par rapport à la consommation en règle générale et par rapport à nos propres comportements. Isabella Anesima-Aizano, la question de M. Slama portait sur le seuil, mais moi je vous ai entendu tout à l'heure dire qu'il n'y avait pas d'effet de seuil, que finalement le rapport entre la dose et les effets sur la santé, c'était une droite. Alors finalement c'est un peu une supercherie cette idée de voilà, seuil. c'est un concept un peu difficile à faire passer, mais c'est l'OMS, en appelant des experts internationaux, qui a vu qu'il y avait un surplus d'effets à partir de certains niveaux, et ces niveaux proposés par l'OMS et puis par les Américains, comme ça a été dit, sont dans une certaine façon permettent de protéger la santé des individus. Alors tout ça, j'en conviens avec Franceline, c'est par rapport à 2 ou 3 polluants. Hein. Malheureusement, c'est vrai que on a du mal à proposer des normes qui sont acceptées partout. Et vous avez bien fait de parler des particules secondaires. Et puis, car on ne l'a pas dit, mais il y en a, et sont à l'origine aussi de problèmes de santé. Et la composition des particules, finalement, c'est un autre concept qu'il faut approcher. Les particules dans le métro de Paris sont différentes des particules qu'on a dans l'air que de la ville. Hein, car, par exemple, celles du métro sont chargées en métaux, hein, et les trains sont métalliques, ils ont des freins, et Franceline peut nous expliquer que le métal dans le poumon, eh ben, il persiste davantage et il complique la vie des cellules qui nous débarrassent des effets de la pollution. Qui veut intervenir, poser une question, s'il vous plaît? Oui, ici devant. Oui, bonjour, Yann Maubraz, vice-président d'AgroParisTech Alumni. Ma question est plus à monsieur le sénateur Jean-François Husson. Nous avons coordonné un gros travail de contribution pour la COP 21 qui s'est appelé le livre blanc des ingénieurs et scientifiques du vivant et de l'environnement. Et l'une de nos recommandations était que dans la formation du prix d'un produit manufacturé puisse apparaître la composante du coût économique ou de l'empreinte environnementale de la fabrication, de la manufacturation de ce produit. Dans votre rapport, qui, si j'ai bien compris, évalue le coût économique de la pollution de l'air en France, est-ce que dans vos conclusions, vous avez débouché sur des possibilités d'appliquer le principe du pollueur-payeur, c'est-à-dire d'identifier des indicateurs qui permettraient aux acteurs économiques générateurs ou de la pollution dans l'air d'être taxés au bénéfice des services qui serviraient à restaurer la qualité de l'air. Autrement dit, c'est un peu ce qu'on a fait dans l'eau il y a quelques années. Alors, on n'est pas allé aussi loin, mais on a une des propositions où on formule clairement le souhait, le vœu d'avoir, comment dirais-je, un peu un institut d'économétrie qui permet d'abord de mieux évaluer la pollution, les facteurs de pollution, et donc ensuite de pouvoir corriger. Alors, il y a de la prévention. L'idée, vous l'avez aussi compris, même si on utilise le mot, c'est vrai que le pollueur-payeur, taxé, etc., il y a taxé, mais il y a peut-être aussi chercher des solutions nouvelles. Et on le voit il y a beaucoup de domaines où on a changé les process de fabrication pour moins polluer et pour être dans les normes nouvelles d'aujourd'hui. C'est un peu tout ça. En fait, l'idée, c'est d'essayer, en tous les cas, de pouvoir de plus en plus évaluer. Parce que quand on évalue, d'abord, alors il y a le travail environnemental, mais il y a également le coût, je dirais, économique et la manière de contourner un coût. Certes, le plus facile dans un premier temps pour bloquer, c'est éventuellement de taxer. Mais on a bien compris aussi, où que ce soit dans le monde, et en France, peut-être plus particulièrement en ce moment avec
je dirais, la symbolique forte et pesante, lourde, contraignante que ça implique. Néanmoins, on voit aussi que le phénomène de convergence, du retour d'une convergence, par exemple, sur essence diesel, va aller dans cet esprit. Mais par exemple, pour l'agriculture, je crois qu'il va falloir aller assez loin pour évaluer l'impact, je dirais, sur la santé des pesticides, et notamment pour faire évoluer, en tous les cas, infléchir complètement, pour ne pas dire retourner la courbe de la consommation qui ne cesse de progresser. Et ça n'est pas dû, je dirais, qu'à des questions de météo. Je crois qu'il y a des pratiques nouvelles. C'est complexe, mais c'est parce que c'est complexe qu'il faut mettre tout le monde autour de la table. Et je dois dire que le monde agricole en a conscience. On était encore, il y a quoi, 15 jours, à une session, une matinée de travail des chambres d'agriculture. Donc, il n'y a pas, aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas de déni. Il n'y a peut-être pas une majorité aujourd'hui des agriculteurs qui a enclenché, mais on le voit vraiment, la problématique, elle est prise en compte. J'ai ici, si vous souhaitez les consulter, les 61 propositions avant d'aller en apprendre un petit peu plus sur le site du Sénat. Qui veut poser une question? Intervenir? Où ça? Oui, madame. Oui, bonjour, moi je suis un particulier, une particulière même. Ma question concerne, ça réverbère, concerne la façon dont les polluants chimiques entrent dans les fruits et légumes qu'on peut cultiver en ville. On développe beaucoup les jardins partagés, l'agriculture urbaine, et finalement, on s'occupe beaucoup des sols, on évite de mettre des produits chimiques pour cultiver, mais je n'ai jamais compris comment on contrôle la façon dont les polluants peuvent entrer par l'air dans ces légumes, par exemple. Qui veut répondre? Oui. Alors Karine Léger pour commencer, puis vous ensuite. Il y a polluants atmosphériques et par exemple les particules, etc. Je pense que quand vous lavez vos fruits et légumes, en fait, vous enlevez ces particules. Après, il y a la question des pesticides, si vous en appliquez ou pas. Donc, si vous n'en appliquez pas, ça ne rentre pas. Et donc, on a fait une étude, par exemple, en 2007, pour mesurer quels étaient les pesticides qu'on retrouvait en Île-de-France. Et même à Paris, où les espaces verts n'utilisent pas de pesticides, on retrouve quand même, je crois, une vingtaine de pesticides. D'abord parce que tout autour de Paris, et on a quand même une zone agricole très importante qui s'appelle la Beauce. Et donc, il y a des transferts de pollution, mais aussi parce qu'il y a un certain nombre d'entreprises, par exemple, qui utilisent des pesticides pour entretenir les voiries, pour entretenir, par exemple, les golfs, les cimetières, etc. Tout ça, ça fait appel à des pesticides. Et on ne pense pas non plus que les particuliers utilisent des pesticides. Chez vous, pour, par exemple, les produits anti-puces, les produits pour les fleurs, etc., tout ça, ce sont des phytosanitaires dont les gens n'ont pas forcément conscience. Mais je pense que si vous n'en appliquez pas, a priori, même si on les retrouve dans l'air, si vous lavez vos fruits et les légumes, vous ne devriez pas avoir de soucis. Francine Marano. Oui, j'aurais répondu la même chose, mais en plus, en tant que biologiste, à la surface des fruits et légumes, vous avez ce qu'on appelle une cuticule. Vous avez donc un système de protection qui est assez efficace. Donc, en fait, en épluchant également un fruit, vous avez de grandes chances de pouvoir éliminer les polluants, tout au moins les polluants de l'air, hein, parce que c'est autre chose pour les polluants du sol ou de l'eau qui peuvent rentrer à l'intérieur du fruit ou du légume. Ça, c'est une autre chose. Donc là, c'est beaucoup plus difficile de les éliminer. Mais par contre, pour les polluants atmosphériques, il y a cette possibilité d'élimination. Isabella Anesi-Maizano, il n'y aurait donc pas que l'inhalation finalement comme source de pénétration. J'ai bien compris l'ingestion. Il y en a une autre? Eh bien, il y a le contact. Le contact. Par la peau respire, s'ouvre, et en fait, d'où la question. On le voit maintenant, il y a des études chez les enfants en bas âge, très important que les enfants ont une peau bien traitée, pas sèche,
car quand elle est sèche, elle permet la pénétration. Et donc, il y a des études qui mettent en lien la dermatite atopique, c'est une maladie éruptive de la peau qu'on appelle aussi eczéma, chez l'enfant qui habite dans les zones polluées. Et l'ingestion, là, malheureusement, c'est plutôt des études qui montrent des liens avec les cancers digestifs. Une question ici. Où est le micro, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Question pour madame. Ah, on fait du sport quand on porte le micro. Alors, moi, comme d'habitude, je remercie Univers Science, qui est toujours de très haute qualité. Ça fait 4-5 ans que je viens et j'apprends énormément de choses. Je suis très heureuse aujourd'hui que nous ayons 4 femmes et un seul homme. Pardonnez-moi, monsieur, le seul mec. Ma question. Alors d'abord, est-ce que toute cette pollution n'entraîne que le cancer? Parce que dans votre transparent, je vois essentiellement cancer. C'est ma question. Et la deuxième, suite à ce que vous venez de dire, moi je mange mes fruits, je les épluche jamais, parce qu'on me dit, miam miam, dans la peau, il y a beaucoup de vitamines. Et alors il semblerait qu'il faille éplucher les légumes, les fruits. Merci beaucoup. Isabelle Agnesi-Maizano, on a un petit peu répondu tout à l'heure sur le cancer. Non, il n'y a pas que le cancer. Non, c'était un exemple, le cancer, pour parler d'un effet très, très grave. Mais comme je l'ai dit, il y a les maladies cardiopulmonaires, donc asthme, bronchite, emphysème, BPCO, bronchopneumonie obstructive chronique. Puis on passe au diabète, j'ai dit de type 2, aux maladies neurodégénératives, à l'autisme chez l'enfant. On ne sait pas encore au niveau du foie, donc c'est tout, y compris la peau. Et puis, il faut faire attention, comme je le disais, à ce qui se passe chez l'enfant. L'enfant bas poids, il va évoluer sans doute différemment, il va être un peu plus malade au début. Donc voilà, plein d'effets au niveau de tous les organes. Alors est-ce que Madame pèle sa pomme, ne l'épluche pas? Est-ce qu'elle essaie de se transférer dans un monde quantique où la pomme serait à la fois épluchée et pas épluchée? Comment est-ce qu'on fait? Je pense que ça, c'est plutôt la table ronde. J'esquive, oui. Il faut que vous restiez pour celle d'après, car, oui, moi, je ne travaille pas sur la question, donc en général, je parle de ce que j'ai fait vraiment. Bon, vous restez tout à l'heure. Mais en tout cas, ça souligne, Karine Léger, ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que le message pour le grand public, il est quand même parfois brouillé. On entend tout et son contraire. Oui, alors on entend tout et son contraire. Et puis, ceci dit, c'est vrai que c'est compliqué entre particules fines, composés organiques volatiles, polluants du climat, perturbateurs endocriniens. On entend effectivement beaucoup de choses et c'est pas simple de s'y retrouver. Franceline Marano. Oui, c'est vrai qu'il y a souvent des messages qui sont brouillés. Et en particulier, puisqu'on a parlé de fruits et légumes, bon, bien sûr, il y a ce message qui est, qu'on trouve à la télévision tous les jours, hein, manger 5 fruits et légumes. Or, on verra dans la table ronde sur les perturbateurs endocriniens que, on va retrouver des résidus de pesticides ou d'autres produits qui sont, des résidus qui sont perturbateurs endocriniens, justement dans les fruits et légumes. Donc là, on voit qu'il est difficile, effectivement, de faire passer un message. C'est là qu'il va falloir appliquer une méthode qui est celle de bénéfice-risque. Est-ce qu'il est quand même préférable de manger des fruits et des légumes tout en sachant qu'il y a un certain nombre de résidus, y compris dans la peau, hein, ça c'est vrai, et en particulier, effectivement, les particules peuvent se fixer sur la peau, hein, c'est-à-dire à la surface. Donc, est-ce qu'il n'est pas préférable, malgré tout, de manger des fruits et légumes pour la santé? Voilà, c'est un choix, mais chacun doit le faire. Ah, moi, j'ai pris toujours mes fruits. Monsieur, une question là-haut, s'il vous plaît. Oui, merci de votre organisation. Je suis médecin et je voulais savoir, au fond, si le citoyen, maintenant, a des moyens technologiques simples, avec smartphone, par exemple, ou applications, qui lui permettent d'exercer son propre contrôle. Merci d'avoir la précision, même en donnant des noms
d'applications qui pourraient Alors, en fait, il y a nous servir. Karine Léger. On est là, sur la question de la pollution atmosphérique, comme pour la chimie analytique, hein, il y a une évolution. Et notamment, il y a une évolution qui va dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on a à la fois des informations via des satellites et on a de plus en plus de miniaturisation des appareils. Mais cette miniaturisation des appareils, pour l'instant, il y a un problème de saut technologique, c'est-à-dire que par rapport à la façon dont on mesure les gaz et les particules, en fait, les appareils, même miniaturisés, certains peuvent fonctionner quand ils sont stables, quand ils sont posés quelque part, et on est quand même dans des appareils qui restent de l'ordre de quelques milliers d'euros, mais on sait que ces appareils peuvent fonctionner. En revanche, des appareils à, entre guillemets, bas coût ou plus bas coût, de l'ordre de la centaine d'euros ou moins que ça, ne fonctionnent pas. Parce que les variations, quand vous bougez, sont trop importantes et il y a des temps de latence pour l'appareil pour se recalibrer et des temps de saturation de l'appareil qui font qu'en mouvement, pour l'instant, ces appareils ne fonctionnent pas. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnera pas dans 2 ou 3 ans, mais pour l'instant, il y a un saut technologique qui est à franchir et des informations qui sont plutôt, en tout cas pour les gaz, qui sont plutôt sur des appareils qui restent stables, plus petits que ce qu'on peut utiliser, mais qui restent stables. Donc ça peut donner des informations, par exemple, dans un environnement, en air intérieur, etc. C'est assez utile, mais ça reste difficile à utiliser sur le mouvement. Isabella Et juste pour compléter, et pour revenir aussi à ce que disait Isabella, il y a aussi dans ce que l'on développe, il y a ce qu'on appelle la modélisation, ce que vous utilisez aussi pour la santé. Et sur ces modélisations de polluants atmosphériques, on fait rentrer des paramètres sur l'état du trafic en temps réel, la météorologie, etc. On a des précisions qui sont de l'ordre de 10 mètres et qui sont comparables à ce que vous pouvez avoir avec un GPS. Donc l'information du microcapteur, qu'on pourrait appeler des microcapteurs, elle est, en tout cas à notre sens à nous, par rapport à tous les tests qu'on a faits et qui ont été faits aussi au niveau européen ou un laboratoire qui s'appelle ISPRA, on a testé 130. Sur 130, il y en a 2 qui marchent et de toute façon, il n'y en a aucun qui marche en mouvement. Ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas dans les années qui viennent, mais il y a aussi d'autres solutions qui se mettent en place, notamment sur la modélisation fine. Et tout ça, in fine, devrait vous permettre, dans les années qui viennent, d'avoir plus d'informations sur votre exposition. Isabella Nesima-Ezano, vous avez un capteur qui monitore les gens et vous mettez au point quelque chose qui pourrait répondre à la question de monsieur. On y travaille sans doute ensemble dans ce projet Polluscope qui a été financé par l'ANR. Donc on verra, mais nous, on a commencé à l'utiliser. Mais j'ai envie de dire qu'il y a quelque chose d'intermédiaire pour le confrère, c'est-à-dire il y a des applications maintenant qui utilisent à la fois les sources qui existent, comme Airparif sur Paris, car Airparif, ils font des modèles de dispersion des polluants, ou les satellites, et qui peuvent donner des informations et des alertes. Un très bon exemple, celui qui existe pour les pollens, par exemple. Et il y a le réseau européen a une application qui, en période de pollinisation, marche et donne des informations. Donc, sans attendre le petit appareil performant, etc., il y a une étape intermédiaire qui peut être utilisée par surtout les malades. Finalement, c'est une population de choix pour éviter entre autres des surcoûts pour la santé, car ils vont avoir les maladies respiratoires des exacerbations. Mais si on revient au discours du long terme et du fait que c'est ces expositions répétées qu'il faut éviter, on pourra sans doute calculer des cumuls de pollution. Et voilà, donc, mais ça va vite, j'ai l'impression, c'est ce qu'on a vu pour la chimie, et il y a plein de gens qui mettent des énergies dans ces recherches. Voilà. Un dernier mot, Francine Marano, parce que nous arrivons à la fin du temps écoulé, sur les pollens. Oui, en fait, le thème aujourd'hui, c'est la pollution chimique, mais il y a quelque chose qui préoccupe certainement pas mal de personnes allergiques en ce moment, ce sont les pollens dans l'air. Alors, il y a un réseau de surveillance des allergènes dans l'air qui s'appelle le RNSA, sur lequel on peut avoir beaucoup d'informations et qui envoie des messages et qui permet, quand il y a des pics de pollution
relations donc avec certains types de pollen les plus allergisants. Par exemple, en ce moment, c'est le bouleau qui pose problème et tous les arbres équivalents. Eh bien, il y a des messages qui peuvent être envoyés d'une part aux médecins qui s'inscrivent et d'autre part, de façon générale, à la population. Par ailleurs, il y a un autre réseau plutôt dans l'ouest de la France, ouest-sud-ouest, qui s'appelle le réseau des pollinariums sentinelles, avec des allergologues qui envoient directement sur les gens qui sont allergiques et qui sont associés à ce réseau le moment où démarre la production de tel et tel ou tel type de pollen, de façon à pouvoir s'en préserver. Et par ailleurs, leur dernier point, le Haut Conseil de santé publique auquel j'appartiens, dans la commission que je co-préside, nous avons eu une saisine de la DGS, de la Direction générale de la santé, sur cette question. Nous avons rendu un avis, et pour ceux qui sont intéressés sur la façon de se protéger des démarrages de pollinisation et qui donc savent à quoi ils sont allergiques, mais aussi pour ceux qui ne savent pas, nous avons un avis qui donne les différentes façons de procéder. Voilà. Merci, Mesdames Anési Maïzano, Léger Marano et monsieur le sénateur Jean-François Husson. N'hésitez pas à aller regarder, vous, Mesdames et Messieurs, les livres qui sont à disposition, dont le vôtre, celui que vous avez coécrit, monsieur Barouki en a parlé tout à l'heure, qui s'appelle Toxique et qui revient sur la relation santé-environnement, dont la pollution de l'air. Et puis, je vous invite à consulter, alors peut-être pas les 300 pages, mais au moins les conclusions et les propositions du rapport du Sénat. Et puis de le porter aussi, parce que c'est une affaire citoyenne également, d'en parler et de le porter. Merci beaucoup. Je vous laisse rejoindre la salle et nous enchaînons, si vous le voulez bien. Merci. Oui. Simplement, un autre livre qui vient de sortir, qui s'appelle « Faut-il avoir peur des nanos ?» Mais je n'ai pas pensé à la porter. Je pense oui, pas et puis est là. Ce sera un sujet entier. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous.